Voici le chapitre 4, donc je continue. Un camion arrive, une couverture pour 7, bombardement, repas et chambre, ma longine, la cantine des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous avons tous un lit. Contrairement à mon grand-oncle, ce ne sont pas les applaudissements qui nous ont réveillés. C'est tout simplement le froid après que quelqu'un a éteint le chauffage. Le corps figé et endolori, nous quittons nos sièges et pendant que quelques gros dormeurs émettent leur dernier ronflement, nous sortons dans le couloir pour étirer nos jambes et réactiver nos corps. En ce qui concerne notre toilette matinale, il vaut mieux oublier l'eau et les serviettes. Je ne parle même pas du savon, car ce serait superflu d'en demander. Aussi, sans plus attendre, nous quittons les lieux. Alors que la lumière du soleil éclaire déjà la rue de ses premières lueurs, nous allons directement au ministère pour voir si quelqu'un a des nouvelles du deuxième camion qui doit apporter les valises. En effet, le camion est arrivé, mais il n'y avait que quelques employés à bord, plus 6 ou 7 ballots pris au hasard dans le tas de bagages. Un troisième camion est attendu. Il a dû quitter Barcelone par la côte, car la route de Granollers n'est plus praticable. Quant à celui qui vient d'arriver, il a subi des tirs d'artillerie des troupes franquistes et ses passagers nous disent avoir passé un sale moment. Il est possible que Granollers soit déjà tombé à l'heure qu'il est. Un ami de mon beau-frère, également topographe, lui dit qu'un paquet à son nom se trouvait à bord du camion. Nous nous mettons aussitôt à sa recherche et ne tardons pas à retrouver sa trace. Une couverture en laine jetée sur un banc et un tricot qui traîne par terre. Quelqu'un arrivé avant nous s'est approprié le colis. Il nous manque 3 autres couvertures. Mon 3/4 en cuir, les chaussures de ma sœur et une superbe gabardine. Nous avons au moins pu récupérer une couverture. Partagée en 7, elle ne nous servira pas à grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Du coup, nous récupérons les restes du pillage et nous les emportons avec nous à l'hôpital où Manola a passé la nuit avec sa mère. Elles se sentent bien reposées car elles ont toutes les deux dormi d'un trait jusqu'au matin. En voyant ces lits propres et douillets alignés dans la salle, nous avons envie de nous y étendre. Des réfugiés viennent nous saluer accompagnés de leurs enfants. Doña Antonia est encore couchée et Manola, qui est allée à la cuisine, revient un peu de temps après avec un verre de lait pour sa mère. Nous partons déjà après avoir laissé la grand-mère boire son lait, quand le cri aigu des sirènes déchire l'atmosphère. Aussitôt, le fracas des premières explosions retentit. Malgré ses murs épais, l'hôpital tremble fortement et se remplit de cris d'effroi de femmes et d'enfants. Nous entourons le lit de la grand-mère qui nous sourit, malgré sa peur, comme pour nous dire « Mais que craignez-vous? Nous sommes ensemble. Que peut-il nous arriver ?» 10 minutes plus tard, les explosions cessent. Comme le temps presse, nous laissons la grand-mère coucher dans son lit et repartons avec l'intention de régler la question de notre logement. Nous allons d'abord rendre une visite. Une famille ouvrière qui a déjà hébergé une de nos parentes, il y a quelques mois de cela, venue à Gérone pour voir un de ses fils blessé de guerre et hospitalisé dans cette ville. Bien que nous ayons noté l'adresse, il n'est pas facile de s'orienter dans ce labyrinthe de rues et de petites places. De plus, il est inutile de demander aux passants car personne n'est originaire d'ici. Où que l'on aille, il règne une activité inhabituelle. Les rues fourmillent de civils, de militaires, de gardes, de policiers, de femmes et de fonctionnaires. Ils recouvrent trottoirs et chaussées, projetant une fausse impression de vie nouvelle, fiévreuse et éblouissante sur cette vieille capitale provinciale. Nous passons au-dessus du terre en traversant le vieux pont, et très vite, nous tombons sur la maison recherchée. C'est une vieille bâtisse noircie par le temps et en mauvais état qui végète dans la pénombre d'une vieille ruelle. Un escalier sombre et décrépit nous conduit jusqu'à une porte d'entrée d'un modeste appartement. Un jeune couple, un beau bébé et 2 grands-parents forment une sympathique famille hospitalière qui nous offre généreusement le fruit de sa misère. Contents, nous acceptons. Quelques minutes plus tard, sur un feu de bois, ils nous préparent une soupe de maïs appelée faro en guise de déjeuner. L'appartement est très petit. Une cuisine, une salle à manger et 2 chambres.
Il nous en laisse une à disposition avec 2 lits qui donnent sur la cour intérieure. Malgré l'atmosphère sordide de cette vieille demeure, nous n'hésitons pas à accepter leur offre. Nous sommes heureux de pouvoir dormir dans un lit. Après quoi, nous allons tous nous asseoir autour de la table pour manger le faro accompagné de délicieux morceaux de lard. Une fois le déjeuner terminé, nous retournons à l'hôpital pour passer un moment avec la grand-mère. Elle est encore dans son lit. Elle a très bien mangé et se sent suffisamment reposée. Mais ne vous levez pas, dit mon beau-frère. Il vaut mieux que vous vous reposiez et que vous retrouviez des forces au cas où il serait nécessaire de poursuivre le voyage. Et vous, où allez-vous dormir ? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Nous avons déjà trouvé une chambre. Cette nuit, nous pourrons tous dormir dans un lit. Cette nouvelle la rassure. Elle était tourmentée à l'idée d'être la seule à bénéficier d'un lit. Aujourd'hui, elle dormira enfin avec plaisir. Mais même si elle dormira seule, puisque Manola ne sera plus autorisée à rester avec elle. Comme il n'y a rien à faire, nous passons une grande partie de l'après-midi à bavarder avec la grand-mère près de son lit. Des réfugiés nous rejoignent et bientôt le sentiment général d'inquiétude entraîne la conversation vers le thème de la guerre. La rumeur selon laquelle Barcelone est tombée circule déjà, mais la nouvelle n'a pas encore été confirmée par les autorités. Il se dit cependant que le docteur Negrin va s'adresser au peuple ce soir via le micro de l'émettrice de Gérone. C'est mauvais signe. Il faut se préparer à recevoir un coup. Même si, pour dire la vérité, nous nous y attendions, puisque l'infériorité de notre armement rendait déjà la situation irréversible. Comme l'après-midi touche à sa fin, nous laissons la grand-mère en compagnie de ces bonnes dames et les quittons jusqu'au lendemain. En arrivant dans la rue, je remarque avec une grande tristesse que j'ai perdu le verre de ma montre et une de ses aiguilles. S'il y a bien quelque chose qui m'ennuie, c'est bien de vivre sans heure. Comme je n'ai jamais eu la notion du temps, je ne me fie ni au soleil ni aux étoiles. Ils m'ont toujours induit en erreur. À cause des astres, durant ma jeunesse bohème, je partais dormir quand le jour se levait. Je mangeais à 5 heures de l'après-midi et j'arrivais à mes rendez-vous avec 1 heure et demie de retard. Quand je me suis mariée, parmi une foule de bonnes résolutions, j'ai pris la sage décision de m'acheter une montre. Et depuis, ma vie a changé. Je ne suis plus jamais confiée aux astres. J'ai fait confiance à ma montre au point que je peux désormais affirmer avoir la réputation d'homme ponctuel et ordonné. Ce sont les miracles de la petite sphère. Imaginez-vous le désordre que cette catastrophe a semé dans mon esprit. Sans hésiter, je me lance à la recherche d'un horloger qui puisse la réparer. Tentative vaine. Nous avons fait toutes les horlogeries de Gérone et aucune d'entre elles n'avait de verre ni d'aiguille pour réparer ma montre. Les stocks sont épuisés. Convaincu de l'inutilité de mes recherches, je décide d'envelopper ma montre dans un bout de papier et de la garder au fond de ma poche. Et maintenant, vivre sans heure. C'est-à-dire vivre sans l'heure minuscule rachitique qui, entre 2 aiguilles et graines, sont chapelées de 60 minutes, et vivre l'heure, avec un H majuscule, l'heure grande, l'heure sans trotteuse, l'heure incommensurable, faite de soleil et de lune, de jours et de nuits, de nuages et d'étoiles, vivre l'heure unique, cette heure apocalyptique qui galope sans frein pour entrer dans l'histoire. Heure terrible pour nous autres les vaincus, heure de la défaite. Avec cette triste pensée en tête, sans montre et sans hâte, je suis ma famille. D'après ce que Paco nous a dit aujourd'hui, nous allons dîner dans une pension transformée en cantine d'assistance pour fonctionnaires où, paraît-il, les repas sont meilleurs que dans les cantines d'assistance sociale. Dans l'obscurité des rues, il règne une agitation incroyable. Des centaines d'autos, phares bleus allumés, envahissent les chaussées. Avec leurs klaxons, elles écartent les passants qui se pressent pour aller faire la queue devant les cantines populaires. En nous frayant un chemin tant bien que mal au milieu de cette masse humaine, nous retraversons le pont et parvenons à atteindre le quartier excentré où se trouve la pension. Avec ses petites salles à manger, ses tables recouvertes de nappes et même ses petites serveuses mignonnettes, cette maison, située dans un appartement au premier étage, a tout d'un restaurant. Le repas, ici aussi un plat unique, est un peu plus copieux que les précédents car accompagné d'un peu de viande. Nous avalons rapidement notre dîner
et comme nous sommes épuisés, nous repartons sans tarder prendre possession de nos lits. Aujourd'hui, nous en avons tous un. Et quel plaisir de se laisser tomber sur ces 2 matelas que la chance nous a gracieusement offerts. Alvarito se couche avec son oncle et sa tante, et Merceditas entre Manola et moi. Les 2 petits lits craquent sous notre poids et nos corps dépassent de part et d'autre, à tel point que nous sommes obligés de jouer les équilibristes pour ne pas tomber. Mais personne ne fait attention à cela, ni à l'aspect sordide de notre chambre, ni aux murs noirs recouverts de moisissures. Avec la lumière éteinte, toutes les maisons sont des palais, et tous les lits sont en bronze ou en noyer. Dans le noir, ce qui compte, c'est l'imagination. Aussi, nous éteignons la lumière, et comme nous avons tous le corps en miettes, 10 minutes plus tard, plus personne ne sait dans quel monde il se trouve. Gérone, le 26 janvier 1939. Pour une fois, je vous laisse tranquille avec les questions. Peut-être juste une. Comment se sent Manola à l'idée de laisser sa mère dans un hôpital et d'aller dormir ailleurs? Essayez d'y réfléchir. Comment vous vous sentiriez-vous? Et développer quelques émotions. Toujours important pour développer une rédaction de se focaliser sur les émotions, les sensations et tout ce qui vient du corporel. Essayer de décrire des détails sur le corps et comment l'émotion se traduit par des gestes, par des réactions du corps. Voilà, je passerai au chapitre 5 par la suite. Une bonne soirée.